Faire la paix depuis les traités de Westphalie, 1648, XXIe siècle. Introduction. Dans les relations internationales, la paix se définit surtout par la négative, comme l'opposé de l'état de guerre. Elle suppose au moins l'absence de combat et de violence politique. Elle est interrompue par des guerres et doit être faite lorsqu'ils se terminent. Faire la paix est un processus qui engage des acteurs et des méthodes qui sont au cœur de ce sujet. Les traités de Westphalie signés en 1648 sont considérés comme une étape, une référence dans l'histoire des conflits et de leur règlement. Signant la fin, attendue de longues années d'une guerre destructrice, il marque le début d'une conception moderne de la paix qui s'accompagne la construction politique des États souverains. Depuis le XIXe siècle et surtout le XXe siècle, les guerres contemporaines ont logiquement fait évoluer les processus de paix et la naissance d'organismes internationaux dédiés à la résolution des conflits a modifié les méthodes et les acteurs de la paix. Sur cette longue période de 1648 à nos jours, comment les processus de paix ont-ils évolué ? Nous verrons dans un premier temps comment les traités de Westphalie initient les guerres mondiales et les organismes internationaux font évoluer la paix vers un processus collectif de sécurité qui se maintient jusqu'à nos jours. Première partie. Les traités de paix de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans qui a commencé dans le Saint-Empire en 1818 avant de s'étendre à d'autres pays européens. Au départ, le conflit opposait des princes protestants à l'empereur catholique, mais les enjeux de puissance étaient présents aussi. Dès 1643, 2 congrès se tiennent à Osnabrück et à Münster afin de négocier les conditions d'une paix générale. Alors que les combats se poursuivent, les diplomates finissent par aboutir à la paix de Westphalie. Ces congrès sont des rencontres ou multilatérales entre diplomates qui représentent leur chef d'État et négocient sur plusieurs semaines. Les traités instaurent une paix religieuse au sein du Saint-Empire et s'accompagnent d'accords territoriaux. Deuxième partie, la méthode des congrès et des traités était en construction depuis le XVIe siècle. D'abord en latin, les traités étaient rédigés en français qui devient la langue de la diplomatie. Ils ne permettent d'imposer durablement la paix que si elle n'est pas compromise par la volonté de puissance des États qui en sont les acteurs centraux. La succession des traités depuis 1648 en Europe rappelle que la paix reste avant tout une paix armée, analysée par Raymond Aron comme un système de relations internationales où, en l'absence d'arbitre, chaque État dispose du droit de recourir à la violence. Troisième partie. Les spécialistes des relations internationales ont fait de ces traités l'origine d'un nouvel ordre géopolitique dit westphalien. Il repose sur l'affirmation de la souveraineté des États qui doivent avant tout garantir la sécurité de leur population. Ainsi, une paix armée se construit, chaque État veillant à se préparer pour le prochain conflit et à maintenir l'équilibre des puissances. Cet ordre reste en vigueur jusqu'au premier conflit mondial qui se termine par les derniers traités de type westphalien, donc Versailles, Saint-Germain et Sèvres, dont les clauses seront en partie contestées et qui marquent un tournant des relations internationales dont la Société des Nations SDN est le symbole. Deuxième partie. Grand 2. L'idée de sécurité collective s'impose comme une nécessité au lendemain de guerres mondiales meurtrières par la création de la SDN en 1919 et de l'ONU en 1945.
Si la SDN fait rapidement la démonstration de son impuissance, avec dès le départ le refus d'adhésion des États-Unis, puis la marche vers la guerre des années 1930, elle pose toutefois un principe. La paix ne se discute pas seulement entre belligérants. Les autres États et les négociateurs neutres ont leur rôle à jouer. Après 1945, le nouvel organisme de paix, l'Organisation des Nations Unies, est souvent paralysé par l'opposition des deux superpuissances de la guerre froide. Disposant chacune d'un droit de veto au Conseil de sécurité qui détient le pouvoir exécutif, elle neutralise l'action internationale et mène des guerres périphériques et idéologiques comme Vietnam ou Afghanistan. Ainsi, peu de missions de paix pouvaient être mises en œuvre. Cependant, la promotion du désarmement dans le contexte des nouvelles armes nucléaires fait naître un droit international garant de la paix. La fin de la guerre froide en 1991 permet le renouveau du rôle de l'ONU, mais parallèlement, les conflits asymétriques se multiplient. En Palestine, exemple Yougoslavie, lors des attentats terroristes ou au Mali depuis 2012. Deuxième partie, la posture plus multilatéraliste de l'hyperpuissance américaine permet à l'ONU peut déployer des opérations de maintien, de rétablissement, d'imposition et de consolidation de la paix. En effet, l'ONU est le principal acteur des opérations de maintien de la paix sous les mandats de Kofi Annan de 1997 à 2006. Elle intervient dans les trois grands foyers de conflit actualité, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe balkanique. Les casques bleus ont acquis un statut reconnu de tous, même si ces soldats de la paix ont parfois un rôle paradoxal ou discutable, comme le montre leur impuissance à Srebrenica en Bosnie. En 2006, avec 73 500 militaires et 14 000 policiers et personnels civils déployés dans 20 missions, l'ONU était le premier acteur des opérations de maintien de la paix et s'engage dans des missions hybrides dans lesquelles elle collabore avec d'autres armées comme l'armée nationale, OTAN. Dernière partie, les actions de l'ONU connaissent toutefois des limites. Tout d'abord, le Conseil de sécurité est affaibli par la contestation des puissances émergentes contre le droit de veto des membres permanents, renforcé par l'intervention des États-Unis en Irak en 2003, hors du cadre multilatéraliste de l'ONU. De plus, la paix ne parvient pas à s'imposer dans certains territoires, comme les territoires occupés de la Palestine. La paix onusienne, fondée sur l'ambition de la sécurité collective et globalisée, s'en montre très fragile. Conclusion. Dans son ouvrage de référence « Paix et guerre entre les nations », Raymond Aron avait proposé l'image de la paix à l'ombre de la guerre, désignant ainsi le danger imminent qui plane plus particulièrement sur le monde depuis l'invention de l'arme atomique. Pour lui, deux figures structurent les relations internationales. Le diplomate, qui représente l'État en temps de guerre, et le soldat, qui porte les couleurs de la nation en temps de guerre. De la paix westphalienne à la sécurité collective, ces deux figures restent présentes, mais leurs méthodes ont profondément évolué.